Bonjour tout le monde, je suis le docteur Charlotte Martin, je travaille au CHU Saint-Pierre, qui est un hôpital public à Bruxelles en Belgique. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cet Afranum, qui est le deuxième Afranum sur le sujet du Mpox. On avait fait un premier Afranum sur ce sujet-là suite à l'épidémie, principalement des pays du Nord à l'été 2022. Et on a trouvé que ça serait intéressant de refaire un petit peu le point, étant donné qu'il y a eu un petit peu de recul par rapport à cette épidémie, mais surtout une autre épidémie qui s'est déclarée au sud cette fois, avec un clé de différent. Et donc, on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois experts sur le sujet, donc une triplette d'experts. On va d'abord écouter le docteur Delia Duissy, que je présenterai tout à l'heure et qui va nous parler surtout de l'épidémie au sud. On enchaînera après des questions-réponses avec le docteur Romain Paliche qui travaille au nord, lui, à Paris, et qui nous fera plutôt un update de ce qui se passe dans nos pays actuellement avec le Mpox. Et puis, on abordera le sujet sous l'angle de la vaccination essentiellement, avec le professeur Olivier Pollard de Grenoble. Et à nouveau, après chaque intervention, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, n'hésitez pas euh, à poser des questions après la présentation de ces trois experts. Donc, on va peut-être doucement commencer. Il est 17h03, donc on pourrait démarrer. Je vais présenter notre première experte. Donc, le docteur Delia Duissy, elle est chercheuse à l'unité de virologie au centre Pasteur au Cameroun. Elle a fait sa thèse à l'Institut Pasteur de Paris essentiellement sur le virus plutôt HTLV1, mais actuellement, elle travaille sur les zoonoses et les maladies émergentes, entre autres les fièvres hémorragiques et les virus transmis par les rongeurs, hein, d'où son expertise en Mpox, et travaille dans le laboratoire national de référence sur le Mpox, sur la rage, sur les virus Lassa et d'autres fièvres hémorragiques. Et donc, on trouvait que c'était la bonne personne pour nous parler des derniers développements du Mpox dans les pays du Sud. Et donc, peut-être vous savez comment ça se passe en général, les afranums. Et donc, on commence par deux questions et puis la présentation de l'experte. Donc, je laisse Delia poser les deux premières questions auxquelles vous pouvez répondre. Ok. Merci Charlotte pour cette belle introduction et merci également pour l'opportunité. Alors pour vous, chers participants, j'ai deux questions sous forme de quiz. Quel est le continent où l'incidence du Mpox était la plus élevée en 2024? Réponse A, l'Afrique. Réponse B, l'Asie. Réponse C, l'Amérique. Réponse D, l'Europe. Deuxième question. Existe-t-il un vaccin contre la Mpox en Afrique? Et c'est au choix entre oui, il en existe un, ou bien non, il n'y en a pas de disponible en Afrique. Donc là, les résultats sont partagés. Delia, qu'est-ce que tu penses de ces résultats? Euh, oui, j'avais justement besoin qu'on me les représente. Merci. Je pense que la tendance est plutôt bonne en ce qui concerne la première question.
Et on le verra dans la présentation qui va suivre, c'est plutôt l'Afrique qui a été lourdement frappée par l'épidémie de Mpox en 2024. Et les autres pays, particulièrement l'Europe, ont continué à reporter quelques cas de Mpox au courant de l'année, mais c'était vraiment pas la même épidémie. Ensuite, en ce qui concerne le vaccin, on le verra que l'Afrique a commencé à recevoir ses premières doses de vaccin et a commencé la vaccination Mpox très récemment en 2024. Et donc, les tendances sont plutôt bonnes pour ces deux questions et les réponses qui vont avec. Merci. Je ne sais pas si j'ai besoin de mettre ma vidéo pour la présentation. Oui, bien sûr. Mm. D'accord. Je partage mon écran. Est-ce que c'est en plein écran là? Voilà. Peut-être mettre un tout petit ici. Voilà. Donc, On voit ça y est, très je bien, peux c'est y aller. super. Merci. L'honneur, mes choix et la lourde responsabilité de parler de Mpox dans le Sud, c'est-à-dire dans les pays d'Afrique. Cette présentation sera faite suivant ce plan. Donc, un petit background en ce qui concerne la maladie ou le virus qui en est responsable, Mpox. Ensuite, la situation dans les pays du Sud, c'est-à-dire en Afrique. Et ensuite, je voudrais parler un peu de l'impact et surtout des défis que l'on rencontre dans les pays africains suite à la résurgence ou la réémergence ou l'émergence même du virus Mpox dans les pays africains. Et on poursuivra avec des exemples. On ne saurait parler de Mpox aujourd'hui sans parler de la République démocratique du Congo, dite RDC, pour le reste de cette présentation. Et je m'attarderai enfin sur le Cameroun et une conclusion sous forme de take-home message. Donc, sans plus tarder, comme certains le savent déjà, la Mpox, ou anciennement appelée monkeypox, ou en français souvent la variole du singe, c'est une maladie zoonotique virale qui est causée par le virus qui s'appelle le Mpox virus, qui est une espèce majeure du genre orthopox virus et qui appartient à la même famille que les virus de la variole, responsables de la variole éradiquée aujourd'hui. Comme on peut voir sur la main de cette personne infectée, c'est une maladie qui se présente surtout avec des éruptions cutanées qui sont souvent généralisées ou soit localisées et qui sont en fait la raison de la tension qu'on porte à cette maladie qui peut des fois être défigurante et souvent laisser des séquelles considérables. Donc, le Mpox virus, c'est un assez gros virus qui fait à peu près 200 000 paires de bases d'un génome double brin d'ADN. Il a été découvert pour la première fois en 1958 dans une colonie de singes à Copenhague, au Danemark, et pour la première fois chez l'être humain en République démocratique du Congo en 1970. En termes de transmission, il est connu que ce virus est transmis de l'animal à l'homme, même si le réservoir animal demeure inconnu à ce jour, mais également la transmission interhumaine persiste ou alors l'a bien montré l'épidémie mondiale en 2022 ou alors l'épidémie actuelle en République démocratique du Congo ou tout simplement en Afrique. Sur le plan phylogénétique, deux génotypes majeurs du virus sont décrits. Le clade 1, anciennement appelé clade Afrique centrale, qui lui se retrouve surtout dans les pays d'Afrique centrale, et le clade 2, anciennement appelé clade Afrique de l'Ouest, qui lui se retrouve donc est prévalent dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Chaque clade est subdivisé en sous-clades avec le clade de A qui représente toutes les souches de virus Mpox que l'on retrouve toujours dans les pays d'Afrique de l'Ouest et le clade de B qui est en fait le génotype qui est responsable de l'épidémie multipays de 2022. En ce qui concerne le clade 1, le génotype ou sous-génotype de clade 1A va regrouper toutes les souches qui ont été décrites
dans les pays d'Afrique centrale jusqu'à fin 2023, où une nouvelle souche virale a émergé à l'est de la RDC et celle-là a été appelée clade 1B, vu qu'ensuite elle s'est propagée à l'Afrique de l'Est. On y reviendra dans les prochaines diapositives. En fonction de la souche infectante, les taux de létalité peuvent varier, avec le clade 1 qui est connu comme étant plus virulent, des taux de létalité atteignant les 10% ont été décrits, et le clade 2 semble moins virulent, avec un taux de létalité qui peut varier entre 1 et 5%. Parlons maintenant de la situation dans les pays du Sud, et tout particulièrement de cette épidémie de 2024 qui est la plus récente. Comme je vous le disais déjà, il y a cette émergence du clade 1B qui est parti de l'est de la RDC et s'est propagé à de nouveaux pays, des pays naïfs de l'infection jusque-là, notamment en Afrique de l'Est. Et il faut surtout dire que l'année 2024 a été marquée par une flambée de cas sans précédent, avec près de 80 000 cas seulement en Afrique, euh, on va dire cas suspects, pour à peu près 116 000 cas confirmés et 1300 décès associés à cette infection, pour un taux de létalité de 1,8%. Dans ces épidémies, il faut dire que le contact physique rapproché a été le moteur principal et très généralement un contact sexuel chez les jeunes adultes. À l'heure actuelle, 21 pays en Afrique sont connus pour être touchés par l'épidémie de Mpox, avec des pays en bleu sur cette carte qui sont connus plutôt comme des pays endémiques et historiquement endémiques pour l'infection, et en orange les pays naïfs de l'infection jusque très récemment. Euh, pour aller plus loin, j'ai voulu présenter cette sorte de vague qui parle un peu de l'épidémie de Mpox dans les pays du Sud pour vous montrer à peu près d'où nous sommes partis et où est-ce que nous en sommes. Donc, comme je vous le disais, chez l'animal, le premier cas, c'est 58, chez l'homme, 70, mais tout part surtout du programme d'éradication de la variole qui a débuté en 1966 et en 1980, la variole a été déclarée comme étant éradiquée de l'Afrique. Sauf que, entre-temps, ce qui se décrivait comme une endémie zoonotique perdurait dans les années, avec en 1970 48 cas de Mpox, à l'époque appelé monkeypox, déclarés. Dans les années 80, près de 400 cas. Dans les années 90, un peu moins de 600 cas. Et à cette époque-là, au vu des données disponibles, l'OMS a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une situation, d'un problème de santé publique et qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques à prendre concernant cette endémie zoonotique. On a donc dans les années 2010-2020 le nombre de cas qui ne cesse de croître et donc une évolution à bas bruit de l'épidémie. On passe donc à une épidémie zoonotique qui est dite négligée. Et un des événements majeurs, c'est surtout pour la première fois, le virus va se retrouver hors de l'Afrique, exporté aux États-Unis par le biais d'un rat de Gambie qui a été transporté du Ghana. Et en 2003, il va faire 47 cas confirmés de Mpox aux États-Unis. Et par la suite, dans les années 2018, de 2018 à 2020, plusieurs cas ont commencé à être reportés hors de l'Afrique, notamment en Grande-Bretagne, en Israël, à Singapour, et tous ces cas avaient un lien avec des voyageurs revenant du Nigeria. On va donc dire qu'on passe de quelque chose qui est négligé à une émergence dans des pays hors de l'Afrique. Euh, et le nombre de cas ne cesse de croître vu que en 2022, par exemple, en Afrique, on va avoir près de 8 000 cas. En 2000, près de 8 000 cas, alors qu'on est parti de 20 000 cas. Ça, c'est des cas suspects. Donc, en 2022, le nombre de cas va continuer de croître et surtout créer une épidémie généralisée dans les pays d'Europe et d'Amérique. Et l'Organisation de la santé publique mondiale de la santé va déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. On passe là d'une maladie qui était rare, qui était endémique, qui était négligée, à une épidémie généralisée qui attire l'attention. Entre-temps, en Afrique, l'épidémie continue de croître. Lorsqu'en 2023,
l'OMS va déclarer que l'urgence de santé publique est levée et qu'il n'y a plus d'urgence. L'épidémie en Afrique va continuer de croître, puisqu'en 2023, on va avoir à peu près 15 000 cas de Mpox qui sont rapportés. En 2024, à peu près 80 000 cas. Et surtout, l'émergence d'une nouvelle souche qui va toucher l'Est de la RDC et des pays d'Afrique de l'Est. Et cette augmentation de cas, l'émergence d'une nouvelle souche et la propagation à de nouvelles zones géographiques vont amener les pouvoirs de santé publique à déclarer une double urgence, notamment Africa CDC et l'OMS qui vont déclarer les 13 et 14 août 2024 des urgences de santé publique de portée internationale et de sécurité continentale. Avec cette fois-là, les projecteurs qui sont sur l'Afrique, de nouvelles caractéristiques du virus dont je vais vous parler plus tard. Quand on considère, si on s'attarde un peu sur l'impact que ces urgences de santé publique ou alors l'émergence et la propagation d'une nouvelle souche virale a eu, ainsi que les défis auxquels l'Afrique fait face, on va surtout parler de l'émergence, mais surtout du potentiel d'une transmission d'une nouvelle souche à des âges, à des groupes d'âge qui sont différents et particulièrement des enfants. On va parler de l'impact sur des populations vulnérables, notamment les enfants, les adolescents et particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Et à cela s'ajoute la propagation simultanée d'épidémies de rougeole et des taux de malnutrition qui sont très élevés dans la région. Tout pour faire un cocktail assez malsain dans les pays d'Afrique. Également, l'impact sur des populations telles que les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Par la suite, un rapport de l'OMS qui évalue les capacités de réponse des pays africains décrit des limites au niveau du diagnostic, des limites au niveau de la prise en charge, car elle n'est faite sur la base que du traitement de support, et surtout, avant 2024, l'absence totale de vaccination dans les pays d'Afrique pour faire face à l'épidémie croissante. À cela vient s'ajouter la stigmatisation qui est non négligeable puisqu'elle va empêcher les personnes de se présenter dans les centres de santé ou alors euh, 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 enrôlées par les systèmes de surveillance. Alors, la maladie revêt de nouveaux vêtements. Un consortium de chercheurs africains va se réunir voyant la situation pour dire qu'il est important euh, de renommer la maladie et ne plus l'appeler monkeypox ou alors clade Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, mais plutôt l'appeler clade 1 et clade 2 afin d'éviter la stigmatisation. Donc, on va avoir un nouveau nom Mpox, on va avoir un nouveau clade, les clades 1 et 2, on va avoir de nouveaux sous-clades, les clades 1B, 2B qui n'existaient pas avant, et aussi des nouvelles caractéristiques de l'épidémie en Afrique, vu que le virus s'exporte hors de l'Afrique, le virus touche des zones qui sont naïves en Afrique. On va surtout aussi avoir des nouvelles cibles, parce que l'épidémie de 2022, comme vous le savez, a surtout touché des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et l'épidémie actuelle en Afrique touche surtout des réseaux sexuels, c'est-à-dire les prostituées, et avec un contact sexuel un contact sexuel comme un des drivers de l'épidémie. Et en plus, en 2024, on va avoir des nouveaux moyens pour la prévention ou alors pour faire face à l'épidémie, qui est la vaccination. Donc, en termes d'impact des urgences, de la double urgence de santé publique, on va avoir la surveillance épidémiologique qui s'améliore. On va avoir le diagnostic qui s'améliore vu que l'ensemble des pays tendent à décentraliser le diagnostic, même si cela est très compliqué et peine à vraiment se mettre sur pied. On va avoir du renforcement des capacités, vu que localement, ils parlent déjà d'essais vaccinaux locaux, d'essais thérapeutiques locaux, et on va avoir également du renforcement de capacités en termes d'intervention rapide et la formation d'équipes locales. Et le point le plus saillant, c'est l'arrivée de ces vaccins. 5 pays africains actuellement ont commencé la vaccination avec plus de 300 000 doses qui ont déjà été reçues et plus de 50 000 doses déjà administrées aux populations. Il s'agit notamment de la RDC, bien sûr, le Nigeria, le Burundi, la RCA. Et
On va également avoir en termes d'impact une sensibilisation qui est accrue avec des campagnes qui sont spécialisées et également la collaboration internationale qui est prononcée entre des organismes internationaux tels que l'OMS, Africa CDC et d'autres organismes sur la surveillance, le diagnostic, le traitement, les capacités de traitement, de diagnostic et de surveillance. Alors, faisons un focus sur la RDC. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas parler de Mpox en Afrique sans parler de la RDC. La RDC, en réalité, au fil du temps, a toujours été l'épicentre de l'épidémie. Si dans le temps, la RDC portait 95% des cas, déclarait 95% des cas, et puis plus récemment 90%, et dans l'épidémie de Mpox, 85% des cas, il est connu que le virus a toujours été présent, mais la situation s'est corsée vers la fin de 2022. On peut voir sur ces chiffres qui le montrent très clairement que le nombre de cas a doublé et puis triplé entre 2021 avec 3 000 cas, 2022 presque 6 000 cas, 2023 14 000 cas et en 2024 à elle seule, elle rapporte 40 000 cas pour un taux de létalité ou de mortalité d'environ 2,7%. Et il faut dire que la situation s'est détériorée parce que toutes les provinces de la RDC sont touchées par l'épidémie de Mpox, même celles qui étaient naïves avant. Et surtout, comme on vous l'a dit, l'émergence de ce nouveau variant que vous pouvez voir là, qui à l'est de la RDC, dans le sud Kivu, qui s'est après propagé à l'Afrique de l'Est. Et cela a surtout montré que le virus était très bien adapté à la transmission d'homme à homme. Et on parle là du nouveau variant de clade 1, ce qui était très rare avant. Par contre, la RDC, comme la plupart des pays africains, fait face à de nombreux défis, notamment les ressources limitées en termes de capacité de laboratoire, de surveillance, l'isolement des cas et la sensibilisation auprès des communautés. Mais seulement, il faut surtout dire qu'en RDC, cela n'est plus un problème de la RDC, ni même un problème de l'Afrique avec la double urgence de santé publique qui a été déclarée. Et là, sur cet article, on peut bien voir comment une souche particulière qui se détache bien de tout ce qui avait été décrit jusque fin 2023. Donc, comme je vous le disais, à peu près 2% de taux de mortalité. Toujours la même chose, des populations vulnérables sont touchées, les enfants, les immunodéprimés. Et on peut surtout voir qu'il y a une certaine pression sur un système de santé qui lui-même est déjà fragilisé, et particulièrement fragilisé par par la situation sociopolitique dans les zones affectées. Je ne vous dis pas plus pour ce qui se passe à Goma. Fragilisé également en termes de l'étendue de la maladie dans le pays. Ces deux articles parus récemment dans Eurosurveillance et ça retrace parfaitement la situation en RDC, car elle vous parle de la diversité du virus, elle vous parle de la co-circulation en fait de deux épidémies, ce qui est causé par le clade traditionnel 1A, qui est plutôt associé à des infections zoonotiques, et le clade 1B, qui est plutôt une transmission interhumaine. Et sur cette belle photo, on peut voir tout ça résumé. Donc, on a une circulation dans la population animale, chez des réservoirs qui, pour l'instant, sont inconnus, et puis des événements d'émergence dans la population humaine, mais sur la situation connue qui est la transmission zoonotique, on a plutôt une transmission interhumaine qui est limitée. Mais après cela, limitée, mais avec une certaine diversité du virus quand même au sein de la population humaine qui est affectée. Après cela, on va avoir une transmission interhumaine qui est plutôt soutenue et avec la prédominance d'une nouvelle souche qui a émergé. Alors, il faut donc dire, en conclusion, pour la RDC, qu'il y a des efforts qui sont faits, des efforts qui sont faits par le gouvernement de RDC et les organisations internationales pour répondre à cette épidémie, mais la situation demeure critique, particulièrement avec le contexte sociopolitique. Passons maintenant sur le focus au Cameroun. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons réalisé une étude pour résumer un peu les cas d'épidémie de Mpox au Cameroun.
depuis 1979 à l'identification du premier cas jusqu'en 2022. Et ce backbone diagramme le résume assez bien. Le premier cas en 1970 dans la région du centre, là où se trouve la capitale, bien que ce n'était pas en zone urbaine. Une année plus tard dans la région de l'Est. Et puis ensuite, il a fallu attendre 10 ans pour voir le troisième cas, qui était donc des cas sporadiques. Et de 1980, il a fallu attendre 30 ans pour voir la réémergence du virus dans la population humaine dans la région du Nord-Ouest. Et ensuite, on a commencé à reporter des épidémies un peu partout dans le pays, dans les régions forestières du pays. Entre-temps, en 2014 et 2016, deux épisodes aussi ont été rapportés chez des chimpanzés en captivité. Donc, comme on peut voir sur ce graphe, le nombre de cas n'a cessé de croître jusqu'en 2022 et même jusqu'en 2023 où un nombre, l'épidémie la plus importante a été enregistrée au Cameroun avec 28 cas confirmés sur 100 cas suspects. Et en 2024, seulement 9 cas ont été confirmés sur à peu près 120 cas qui ont été suspectés. Je partage avec vous ces photos de cas confirmés pour l'infection à Mpox au Cameroun pour vous montrer à quoi ressemble la maladie pour ceux qui ne le savent pas et combien elle peut être défigurante et même laisser des séquelles qui sont considérables quand on n'est pas pris en charge. Donc, une particularité au Cameroun, c'est que les résultats de génotypage nous ont pas permis de montrer que euh, 56% des cas de Mpox qui ont lieu au Cameroun sont en fait des cas d'Mpox dus au clade 2, alors que 38% des cas de ce que nous avions reporté entre 79 et 2022 étaient du clade 1, ce qui en fait une situation unique dans l'épidémie de Mpox où les deux clades 1 et 2 vont co-circuler dans un seul pays, qui est le Cameroun. On a voulu regarder sur le plan géographique quelle est la distribution de cette infection au Cameroun. Et vous pouvez voir sur cette carte que tous les cas de Mpox, les points orange et jaune, se retrouvent seulement dans la zone forestière du Cameroun. Les points orange étant les clades 1 vont se retrouver dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest et les points jaunes vont se retrouver dans les régions de l'est, du sud et du centre. Et il faut dire que en regardant de manière plus précise, on remarque qu'il y a une séparation franche entre la distribution des clades 1 et 2 par la rivière de la Sanaga, qui est le fleuve d'eau majeur au Cameroun qu'on peut voir en bleu ici, où tous les clades 1 vont se retrouver à droite de la Sanaga, limitrophes avec les pays d'Afrique centrale, ce qui est logique, et tous les clades 2 vont se retrouver à gauche de la rivière Sanaga, qui est dans ces régions qui sont limitrophes avec le Nigeria, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. En regardant d'un peu plus près, on va se rendre compte que de part et d'autre de la Sanaga, on a deux écosystèmes forestiers qui sont différents, avec du côté droit la forêt du bassin du Congo qui s'étend jusque en RDC et en République centrafricaine, et à droite, on va avoir la forêt basse de Guinée et les Cameroun Highlands. Alors, nous avons émis une hypothèse selon laquelle il y aurait un réservoir qui pullulerait dans ces deux écosystèmes forestiers qui seraient différents et qui ne pourraient pas traverser l'eau. Actuellement, le rat et l'écureuil sont suspectés comme étant les réservoirs principaux de Mpox. Si ce sont ces deux rongeurs ne nagent pas et ne peuvent pas traverser la rivière de la Sanaga. Lorsqu'on a approfondi un peu sur les souches de clade 2 qui ont été identifiées au Cameroun, qu'on a séquencé en entier, on s'est rendu compte que les souches de clade 2 forment un cluster bien distinct de tout ce qui a circulé au Nigeria voisin, où il y a eu une grosse épidémie interhumaine en 2018, pardon, jusqu'en 2022. Nous avons appelé ce nouveau cluster comme un sous-clade appelé clade 2B1 qui circulerait seulement dans la région forestière à la frontière avec le Nigeria. Pour regarder d'un peu plus près et savoir si la transmission au Cameroun impliquait également une transmission interhumaine ou alors si on avait également juste une transmission zoonotique, on a essayé d'évaluer
la signature de la mutation ApoB, qui est en fait caractéristique d'une transmission interhumaine dans le génome de Mpox. On s'est rendu compte que dans le cluster du Cameroun, la signature ApoB est très faible, ce qui signifie que les épidémies de Mpox dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont en réalité dues à une souche qui est totalement zoonotique et qui serait le fait de cette nouvelle souche clade 2B1 qui circule au Cameroun. Alors, pour finir cette présentation, j'ai voulu un take-home message sous la forme de 2 questions qui me tiennent à cœur, on va dire. Première question, est-ce qu'on peut éliminer la maladie ou alors les épidémies? Alors, la réponse est, étant donné que le réservoir Mpox demeure inconnu, il serait judicieux actuellement de cibler les épidémies. Et si cela est fait, pour l'Afrique, ce serait déjà un grand pas. Deuxième question, est-ce que Mpox peut être éliminé des pays du Sud? Et moi, je dis oui, un grand oui, avec pour cela, il faut penser santé globale, il faut penser One Health, c'est-à-dire une seule santé, avec une approche multidisciplinaire. Il faut surtout avoir une action coordonnée. Comme je vous l'ai dit, il y a concomitamment d'autres épidémies qui circulent. Par exemple, l'épidémie de rougeole. On ne saurait cibler Mpox et ne pas cibler, par exemple, la rougeole chez les enfants qui sont les plus touchés. Un autre point, c'est surtout, et un point non négligeable, c'est surtout d'attiser des initiatives locales. Locales au niveau des gouvernements qui devraient s'impliquer également dans la réponse à cette épidémie. Et enfin, l'apport des pays du Nord pour aider à vaincre, on va dire, cette épidémie. Parce que comme on le dit localement, si ça brûle chez mon voisin, même si sa maison est en carabote, il faut que je l'aide à éteindre le feu de peur que ça ne touche la mienne qui est peut-être en dur. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et surtout remercier toute l'équipe Impox au Centre Pasteur, Martial, Gaël, Ripa, Ibrahim, Landry, Philippe et Landry et le chef du service de virologie, le professeur Richard Dion, ainsi que toutes nos organisations locales sans lesquelles ces données du Cameroun ne seraient disponibles et le ministère de la Santé publique et tous les organismes internationaux qui supportent nos travaux sur Mpox au Cameroun. Euh, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Delia, c'était passionnant cette photo du Mpox en Afrique avec tout l'historique et en parallèle avec l'évolution virologique, etc. Donc merci beaucoup. J'imagine qu'il va y avoir des questions sur cette présentation extrêmement intéressante. Il y a une question, Charlotte, dans le Oui, je la vois. Ouais. Alors, j'ai une question ici, plus peut-être politique que virologique. Comment peut-on éliminer Mpox dans les pays du Nord pendant que la migration des populations n'est pas maîtrisée? Mais donc là, c'est en Hmm. effet la globalisation et la mondialisation actuelle. Ouais. Delia. Oui. Euh, J'avoue que il faut d'entrée de jeu dire que le monde, comme on le sait tous, c'est un village planétaire. Mais éliminer Mpox dans les pays du Nord, pendant que la migration des populations n'est pas maîtrisée. J'ai envie de dire, même localement, la migration n'est pas maîtrisée, mais on veut quand même éliminer, on veut quand même mener des actions qui visent à répondre à une épidémie de manière à préserver la santé des populations. Et donc, pour cela, toutes les actions qui sont mises en œuvre visent vraiment à répondre face à une situation, la vaccination, la prise en charge, la sensibilisation qui est clé. Je pense que ce sont des outils qui permettent, où que l'on se trouve, de maîtriser une épidémie. J'ajouterais que ta métaphore de la maison qui brûle vaut aussi pour Mhm. les pays du Nord et du Sud, et que Et bien tant sûr. qu'on ne maîtrisera pas
des choses dans les pays du Sud ou du Nord, et bien de l'autre côté, ça sera de toute façon plus difficile à maîtriser. Empêcher les gens de bouger, ça n'existe pas, hein. Globalement, les gens migrent depuis des milliers d'années. Alors, j'ai une deuxième question. Quelqu'un qui voudrait savoir un petit peu par rapport aux traitements actuels. Est-ce qu'il y a des traitements disponibles, en particulier en Afrique, pour le Mpox? Qu'est-ce qu'on offre aux patients que tu nous as montrés avec les photos impressionnantes que tu nous as montrées? Ah oui, ça c'est une question très intéressante parce que je pense que je l'ai dit un peu, mais pas beaucoup, que le traitement en Afrique, c'est surtout un traitement de support. Et je pense que peut-être même dans les pays du Nord également, ça, avec les résultats actuels, ça demeure un traitement de support. Pourquoi je le dis? Parce que, il y a une molécule particulièrement qui est le tecovirimat, sur laquelle il y avait beaucoup d'espoir pour la prise en charge des patients Mpox. Mais les études de première phase ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre les patients qui étaient pris en charge par le tecovirimat et celles qui ne l'étaient pas. Donc, retour à la case départ, où le traitement, c'est vraiment le traitement de support. Et il faut dire que les cas de décès souvent associés, ou la sévérité souvent associée à l'épidémie de Mpox, ce sont les comorbidités. Généralement, le traitement de support veut dire un suivi déjà dans une formation sanitaire. Et si une personne développe une infection bactérienne, on prend en charge l'infection bactérienne. S'il développe une autre pathologie, on la prend en charge de manière à, s'il est déshydraté, on le réhydrate, de manière à contenir les comorbidités pendant que l'organisme et le système immunitaire travaillent pour ce qui est de la clairance virale du virus Mpox. Delia, est-ce que ça explique que pour finir l'épidémie plus récente en Afrique, avec un clade qui historiquement avait une mortalité décrite plutôt aux alentours de 10%, et en tout cas dans les observations des derniers mois, heureusement, une mortalité beaucoup moins élevée. Est-ce que c'est parce que et bien, suite à la déclaration des urgences de santé publique, etc., il y a des choses, des centres de traitement qui ont été mis en place, ou même si on n'a pas d'antiviraux, on a pu mettre en place des méthodes de détection et du coup de soins de support efficaces. Ou est-ce que c'est plutôt parce que le CLED est un peu différent, c'est adapté à une meilleure transmission interhumaine et que peut-être il est un peu moins virulent, ou les deux? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Euh, je dirais que c'est un cocktail. C'est un cocktail dans le sens où, au début de l'épidémie de 2024, avec le clé de 1B, des chiffres faramineux de taux de mortalité étaient avancés et on avait tous peur de ces nouvelles souches qui est hyper transmissible, qui est très virulente et à la fin, on voit plutôt qu'on est dans des taux de moins de 2%. Et même quand on regarde de plus près, parce que ces taux souvent sont calculés sur les cas suspects, si on les calcule sur les cas confirmés, on va avoir des taux même de 0,5%. Et donc, je dirais que c'est un virus déjà qui se serait adapté à l'homme, mais surtout, les urgences de santé publique ont fait en sorte que les gens soient plus au courant, que les systèmes de surveillance soient améliorés et donc que la détection précoce soit faite et que la prise en charge suive immédiatement, que le diagnostic soit posé également précocement, de manière à ce que les gens soient pris en charge également précocement. Donc, c'est un mélange de tout, avec une surveillance accrue, avec des moyens qui sont beaucoup plus disponibles et surtout la sensibilisation qui fait que ce soit dans le personnel de santé ou alors dans la communauté, les gens sont au courant et font attention et se font prendre en charge. Oui, la conscientisation et un petit peu l'éducation. Alors, j'ai encore trois questions, mais on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais. Il y en a deux, heureusement, qui sont extrêmement similaires. Une qui demande si la guérison spontanée est possible, et l'autre qui demande le fait que s'il n'y a pas de traitement spécifique, quelle est l'évolution naturelle de la maladie? Donc, c'est un petit peu la même question. Et est-ce que la maladie peut devenir chronique?
Ça, c'est Oui. une Commence. question. Ok. Je commence par la dernière. La maladie ne devient pas chronique parce que c'est une maladie qui se résorbe toute seule, normalement après 21 jours. La guérison spontanée, généralement, certains parlent de quelques cas asymptomatiques, mais tout ça, ce n'est pas très bien étudié. Et s'il n'y a pas de traitement, je ne sais pas si je n'ai pas répondu à une des questions. S'il n'y a pas de traitement, en tout cas, qu'il n'y ait pas de traitement et qu'il n'y a pas de comorbidité, l'organisme fait le travail en termes de l'acclérance virale qui décroît toute seule parce que le système immunitaire est assez efficace pour, euh, 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 pour lutter contre le virus. Donc, comme je le dis, le traitement, c'est un traitement de support dans les formations sanitaires, lorsqu'on est infecté, on est un cas suspect, on est identifié par les systèmes de surveillance qui conduit les patients ou alors les agents communautaires de santé communautaire, voilà, Community Health Workers, les agents de santé communautaire qui identifient les cas, les dirigent vers les formations sanitaires les plus proches où ces personnes vont être prises en charge et ainsi limiter l'apparition de cas graves. Et alors, on va prendre une dernière question parce qu'on doit passer à la présentation suivante. Surtout que Delia, c'est bien, dans tes réponses, tu as répondu à des questions qui étaient posées par d'autres personnes. Mais là, j'ai une question qui demande si le vaccin actuel est développé sur base de quel clade? Un A, un B ou deux? Ah, ça, c'est une question super intéressante parce que j'ai envie de dire que le vaccin n'est en fait pas développé sur la base du Mpox virus lui-même, mais plutôt son homologue qui est le virus de la variole, parce que c'est un vaccin de troisième génération qui a été amélioré. Je pense qu'on aura une présentation spécifique sur les vaccins, donc qui a été amélioré. Et pourquoi cela? Et pourquoi ce vaccin est quand même efficace? Parce que, comme je vous l'ai dit, les deux virus ont beaucoup de similitudes. Comme tous les orthopox virus, ils font partie de la même famille et ils ont beaucoup de similitudes, à tel point que, avant que les grosses épidémies ne soient enregistrées en Afrique, euh, la population était plus ou moins protégée, surtout ceux qui sont nés à plus de 1980, donc les plus de 40 ans, étaient protégés parce qu'elles avaient reçu le vaccin antivariolé. Et donc, c'est ce vaccin qui a été amélioré pour également faire face à l'épidémie de Mpox virus parce qu'il a montré une certaine efficacité également contre ce virus. Parfait, merci beaucoup Delia. J'en profite pour te remercier encore pour cette belle présentation et d'avoir répondu présente aussi quand je t'ai demandé de participer ce soir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Euh, remercie, Charlotte. alors, on va accueillir le présentateur suivant, c'est le docteur Romain Palich. Le docteur Romain Palich est médecin infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheur au sein de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Ses principaux champs de recherche sont les stratégies antirétrovirales utilisées chez les personnes vivant avec le VIH, les moyens de prévention du VIH, incluant la PrEP, et les cancers viro-induits. Je pense qu'il a été très actif dans l'épidémie de Mpox du Nord à l'été 2022. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers lui pour nous présenter un petit update du Mpox dans les pays du Nord. Merci Romain. Juste Romain, il faut mettre On le micro. t'entend pas. Ouais, t'es muté. Ah, effectivement, je n'avais pas ouvert mon micro. Non, je disais bonsoir Charlotte et bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation et merci pour ton introduction. Donc c'est vrai qu'en 2022, j'ai été très impliqué dans la prise en charge de Mpox à Paris. Et donc je vais revenir dans la présentation sur ce qu'on a fait en 2022 et sur les questions qu'on s'est posées au début de cette prise en charge parce que pour le coup, c'était des tableaux cliniques qu'on n'avait jamais rencontrés auparavant et donc on a découvert cette pathologie dans un contexte d'urgence épidémique. Donc avant ça, il y a deux questions. La première, c'est dans quel site anatomique ou dans quel fluide corporel le monkeypox virus a-t-il été détecté?
dans les études qui ont été réalisées, surtout lors de l'épidémie mondiale de 2022. Donc il y a 5 propositions: la peau, la gorge, le sang, le sperme et l'anus. Et puis la deuxième question concerne les traitements antiviraux. Délia en a un tout petit peu parlé juste avant, qui ont pu être proposés, euh, au moins virtuellement, parce que ça n'a pas forcément été utilisé, contre le monkeypox virus lors de l'épidémie mondiale de 2022 toujours, le brincidofovir, le foscarnet, le valacyclovir, le tecovirimat, la doravirine. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Et puis, la réponse à ces questions sera abordée au fur et à mesure de la présentation. Dans la présentation, je parlerai pas de la vaccination parce que c'est la thématique qui sera abordée juste après, donc je vais pas faire doublon avec ça, mais bien évidemment, ça a été un outil très important dans la gestion de l'épidémie en Europe en 2022. Et puis je terminerai ma présentation, j'annonce un petit peu le plan, comme ça on gagne du temps sur la suite. Par la situation actuelle, j'en dirai quelques mots, mais la situation n'est plus une situation épidémique, en tout cas pas telle qu'on l'a connue précédemment, et donc on terminera par ça. Alors sur la première question, vous êtes une majorité, ok, à penser qu'on peut effectivement détecter le virus sur la peau. Oui, et après, les pourcentages sont fluctuants, mais je reviendrai sur ça. Et alors sur la deuxième question, très bien. Donc je note un peu vos réponses et pareil, vous verrez, on fera une petite overview des traitements qui ont pu être proposés pour la prise en charge de Mpox. Est-ce que vous pouvez simplement m'indiquer si vous voyez correctement la présentation? Oui, on voit. Là, t'es pas en... Voilà, mais là, c'est parfait. Ok, ouais, normalement je suis en plein écran là. Oui, c'est parfait. Très bien. Donc, je vous l'ai dit, on va surtout aborder la question de Mpox au nord, avec les questions qu'on s'est posées quand on a vu débarquer les premiers patients en consultation, dans des conditions, pour que vous le sachiez, si vous n'y avez pas été confronté en France ou en Europe, qui étaient assez étonnantes, impressionnantes. C'est que c'est un virus qui faisait très peur parce que c'était un nouvel agent infectieux et puis parce que c'est un virus qui est apparenté au virus de la variole, qui est considéré comme une arme de bioterrorisme dans pas mal de pays. Ce qui veut dire que les protocoles qu'on a mis en place étaient drastiques dans certains pays. C'était le cas en France et c'est vrai que les gens arrivaient dans des conditions d'isolement très très strictes. On s'habillait des pieds à la tête et ça pouvait être très très impressionnant. Et d'ailleurs, j'y reviendrai aussi en fin de présentation. La première question qu'on s'est posée, qui peut nous paraître un peu anecdotique maintenant, mais pourtant ça a fait l'objet de nombreux débats dans la communauté scientifique, c'est est-ce que Mpox est une nouvelle infection sexuellement transmissible? Parce que c'est vrai que les tableaux cliniques, et ça on va largement y revenir, étaient extrêmement impressionnant de ce point de vue-là quand on a vu débarquer les patients. En fait, tout au départ, on ne savait pas si ça se transmettait sexuellement et surtout, ça nous a confrontés à une question qui est qu'est-ce que c'est qu'une IST, puisqu'il n'existe pas de définition officielle de ce que c'est qu'une infection sexuellement transmissible. Et donc, on peut aborder cette question de différentes manières. Dans les premières plaquettes grand public qui circulaient en France, je vous ai mis un exemple sur la gauche de la diapositive. Bon, déjà, on parlait de variole du singe, ça a été dit dans l'exposé précédent, puis de monkeypox. Or, vous le savez, maintenant, on parle de Mpox, qui est une dénomination qui est recommandée par l'OMS, qui a aussi pour but d'éviter la stigmatisation des personnes qui sont affectées par cette pathologie. Mais à l'époque, on parlait encore de variole du singe, et donc on nous expliquait que c'était un virus qui se transmettait par le contact rapproché, avec des personnes qui sur la peau avaient des boutons ou des croûtes, qu'on pouvait aussi l'attraper par voie respiratoire avec des gouttelettes respiratoires qui contenaient le virus, et qu'il y avait des situations qui favorisaient ça, le face-à-face prolongé, le contact physique rapproché, le partage du linge également, des vêtements, de la literie. Et donc, on nous disait que les rapports sexuels pouvaient combiner tout ça, mais que, à proprement parler, c'était pas les rapports sexuels qui étaient contaminants. Il y a plusieurs manières d'aborder la question. La première, c'est de regarder ce qui s'est passé sur le plan épidémiologique. Il y a plein de séries qui ont été publiées dans la littérature. Je vous ai mis la première série
qui a été publiée dans le New England et qui a été la première vraiment grosse série qui colligeait plus de 500 cas. Et quand on regarde la population de cette étude observationnelle, on a 99% d'hommes, dont l'immense majorité sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 40% de personnes vivant avec le VIH et une majorité parmi les personnes séronégatives pour le VIH qui prennent la prophylaxie pré-exposition du VIH, donc la PrEP, 30% des personnes rapportées dans cette série qui ont une autre IST au moment du diagnostic de Mpox, donc chlamydia, gonocoque, syphilis par exemple, et puis 30% des gens qui viennent de participer à un événement communautaire festif fortement sexualisé, par exemple des gay pride qui avaient lieu dans certaines zones du monde, dans lesquelles sont allés pas mal de gens en Europe et les gens sont revenus malades de ces événements où on fait dans les suites immédiates leur épisode de Mpox. Donc quand on combine tout ça, on voit quand même qu'il y a un environnement sexuel assez riche, assez marqué, qui nous laisse penser qu'il y a une transmission qui a l'air d'être assez liée à l'activité sexuelle. Et puis quand on regarde de manière très macroscopique ce qui s'est passé, sur les quasiment 90 000 cas qui ont été rapportés dans le monde, dans des pays dans lesquels il n'y avait jamais eu de Mpox auparavant, lors de l'épidémie de 2022, c'est quasiment que des hommes jeunes. Donc ça laisse bien imaginer que, comme dans la série du New England, on est un peu dans le même contexte. La deuxième manière d'aborder cette question de la transmission sexuelle du virus, c'est de regarder si on détecte le virus dans le sperme, puisque dans certaines définitions de ce que c'est qu'une IST, il y a ce point. Pour qu'on puisse parler d'IST, certains auteurs disent qu'il faut que dans les sécrétions génitales, que ce soit le sperme ou les sécrétions génitales féminines, vaginales, on ait l'agent pathogène et que ça puisse engendrer directement une infection. Il y a quelques travaux qui se sont intéressés à cette question. Je vous ai mis ici une petite méta-analyse qui poule 115 patients chez qui on a fait ces recherches dans le sperme de virus. Et en fait, on retrouve du virus par PCR dans 72% des cas, assez précocement, dès J1 et plus tardivement jusqu'à J19. Et la question qui vient juste après, c'est oui, d'accord, on détecte du génome viral dans le sperme, mais est-ce que c'est du virus infectieux? Et il y a en fait une étude, un papier qui montre que chez un participant sur un prélèvement, ce qu'on a détecté par PCR positivement correspond effectivement à du virus infectieux, puisque ce virus, on a réussi à le mettre en culture et à infecter de nouvelles cellules. Et donc, on a la preuve que ce virus qu'on isole dans le sperme est capable d'infecter de nouvelles cellules et donc est capable de vraiment transmettre l'agent pathogène à une autre personne, donc vraiment par voie sexuelle. Nous, on a conduit un travail à la Pitié-Salpêtrière dans le service sur les premiers patients qui ont consulté, il y en avait 50 dans cette série, dans le service, et on a regardé dans les différents sites anatomiques et dans les différents fluides corporels si on détectait le virus. Donc ça incluait des échantillons de sperme, mais également des échantillons de sang, d'urine. Et on a aussi fait des écouvillons au niveau de la gorge, au niveau de l'anus et au niveau de la peau, là où il y avait des lésions. Ce que vous voyez sur la figure, sur la diapositive, c'est les charges virales qu'on a détectées à ces différents sites anatomiques. C'est exprimé par le CT, donc si vous êtes familier de ça, vous savez que le CT, c'est le nombre de cycles de PCR qu'il faut pour détecter le virus. Et pour le dire simplement, c'est inversement corrélé à la charge virale. Donc plus le CT est haut, plus la charge virale est basse et vice-versa. Et là, on l'a présenté sous la forme de CT, mais avec une échelle qui, en fait, plus on est vers le haut, plus les charges virales sont élevées. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'anus et au niveau de la peau, on a des charges virales qui sont très très élevées, mais qu'aux autres sites anatomiques, la gorge, le sang, l'urine, et le sperme, on a des charges virales qui sont plus faibles, mais néanmoins, dans tous ces compartiments anatomiques, on est capable de détecter du virus. Et donc, ça répond à la première question que je vous ai posée lors du quiz juste avant la présentation. On peut effectivement détecter par PCR du virus à tous ces sites anatomiques, dont le sperme, donc, qui a un argument assez fort pour dire que le Mpox est effectivement une infection sexuellement transmissible. La troisième façon d'aborder la question, c'est de regarder ce qui s'est passé cliniquement. Donc, je vous ai mis sur cette diapositive un panel de photos qui vous montre à quoi on a été confronté quand les gens sont arrivés en mai, juin, juillet 2022 dans les centres cliniques en Europe notamment, mais pas seulement, aussi aux États-Unis, puis dans plein de pays. Et également, il ne faut pas l'oublier, hein, aussi dans des pays dans lesquels il y avait déjà eu des épidémies précédemment, donc c'est le cas d'un certain nombre de pays africains qui ont aussi été confrontés à cette émergence
cliniques en 2022 qui ne ressemblaient pas forcément aux épidémies précédentes. Ce qui saute aux yeux quand on voit ces photos, c'est les localisations anatomiques où il y a des lésions. Vous voyez que ça touche la zone génitale de manière assez impressionnante parfois, la zone anale ou périanale, et également la gorge. Et ces sites anatomiques sont des sites anatomiques qui sont impliqués dans les activités sexuelles. Et il y a une façon assez intéressante de comprendre que l'activité sexuelle, les pratiques sexuelles sont directement liées à la localisation des lésions. C'est une étude qui a été publiée dans le Lancet qui s'est intéressée au cas de Mpox chez les femmes, parce que, alors il n'y en a pas eu beaucoup de manière globale, mais il y a quand même eu des cas de Mpox chez les femmes. Et la particularité et la spécificité vraiment là, de cette étude, c'est que on a à la fois des femmes cisgenres et des femmes transgenres. Ce qui est particulier, c'est que la quasi-totalité des femmes trans de cette étude avait une sexualité anale et pas vaginale parce que l'immense majorité des femmes trans de cette étude n'avaient pas été opérées. Et donc en fait, il y a uniquement une sexualité anale. Et la quasi-totalité des femmes cisgenres avaient une sexualité vaginale exclusive et pas de sexualité anale. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les deux, les femmes trans ont quasiment exclusivement des lésions anales, comme je vous l'ai montré sur la photo précédente, et les femmes cis ont des lésions qui sont quasiment exclusivement vaginales. Donc ça vous montre bien que on a l'impression qu'il y a des lésions d'inoculation à l'endroit où se passent les pratiques sexuelles, et donc ça c'est très en faveur d'une transmission sexuelle du virus. C'est quelque chose qu'on connaît bien, par exemple, dans l'infection à gonocoque ou l'infection à chlamydia. Vous savez qu'on recherche par PCR localement au niveau de la gorge, au niveau vaginal, au niveau des urines ou au niveau de l'anus, ces bactéries, parce qu'on sait que c'est là qu'on va les trouver, parce que c'est là que se déroule l'activité sexuelle. Dans Mpox, on observe finalement la même chose. Donc une fois qu'on a fait un peu le point sur ça, je pense que très clairement, et aujourd'hui c'est un débat pour personne, même si ça l'a été plus anciennement, bien sûr, Mpox est une infection sexuellement transmissible, et dans l'épidémie de 2022, ça a été de très très loin le mode de transmission préférentiel, sachant que la transmission sexuelle peut signifier, et c'est d'ailleurs comme ça que ça se transmet le plus favorablement, par le contact peau à peau rapproché, qui est une des modalités du rapport sexuel et même le principal. Euh, et donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un échange de fluides génitaux pour avoir une transmission. Mais donc, aujourd'hui, ça fait plus tellement débat dans la communauté scientifique. On s'est posé aussi la question de la bénignité ou au contraire de la sévérité de cette pathologie. Ça a été déjà bien amorcé dans les discussions précédentes, mais c'est vrai que lors de l'épidémie de 2022, on avait en tête les séries qui avaient précédemment été rapportées dans la littérature, qui sont des séries euh, africaines avec des taux de létalité qui pouvaient dépasser les 10%. On a même une étude qui approchait les 20%, 17% sur des épidémies très anciennes. On est dans les années 70 en Afrique, de l'Est. Et c'est vrai qu'on a été très inquiet avec ça. Alors, on avait des publications néanmoins un peu plus récentes. Il y avait eu une série aux États-Unis avec 34 cas confirmés dans les suites de l'importation de rongeurs qui étaient contaminés. Et aux États-Unis, en l'occurrence, il y avait eu des formes sévères, mais il n'y avait eu aucun décès. Et puis, il y avait une série euh, qui colligeait pas mal de cas, plus de 250 au Niger sur la période 2007-2022, qui là avait montré un taux de mortalité de 3,5%, donc on était bien en deçà des 10%. Néanmoins, ça reste un taux de mortalité important, mais la mortalité était associée à des formes de l'immunodéprimé, en particulier des personnes vivant avec le VIH qui avaient des taux de CD4 extrêmement bas. Donc on a quand même commencé à comprendre que probablement en fonction de la période, en fonction de la zone géographique, on pouvait avoir des différences dans la mortalité, que le terrain des patients pouvait influencer fortement le taux de mortalité. On en a déjà parlé, le CLAD 1, 2 pouvait aussi avoir un impact sur la sévérité de la pathologie. Et puis c'est assez évident qu'en fonction de l'endroit où les gens sont pris en charge et le niveau de soins de support qu'on va pouvoir apporter, et en particulier de réanimation qu'on va pouvoir apporter, on peut avoir un impact positif sur l'issue de la maladie et faire baisser ce taux de mortalité.
Dans la pandémie 2022-2023, sur les quasi 90 000 cas confirmés rapportés, il y a eu 147 décès, ce qui fait un taux de mortalité globale de 0,17%. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec les 10% ou plus qu'on a pu observer dans certaines séries historiques. La présentation clinique, je vais passer rapidement dessus parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais on a des données européennes qui nous permettent de dire que dans la quasi-totalité des cas, dans cette épidémie mondiale 2022-2023, il y avait des manifestations cutanées, quelles que soient ces manifestations cutanées, on est à plus de 95% des cas. Les manifestations systémiques à type de fièvre, notamment d'asthénie, d'altération de l'état général, ça concernait 2 tiers des patients. La polyadénopathie qu'on pensait très fréquente finalement concernait moins de 5% des patients, donc ça a été une différence par rapport à ce qu'on savait des formes historiquement décrites. Et dans la moitié des cas, il y avait des lésions qui étaient anogénitales, donc ça fait vraiment référence à ce que je vous ai montré sur les photos précédemment. On a quelques séries de patients hospitalisés, ce qui permet de savoir les raisons d'hospitalisation, puisqu'on a observé pas beaucoup de décès en Europe, mais néanmoins, on a eu des patients hospitalisés. Donc, je vous ai pris ici l'exemple d'une série publiée par l'hôpital Bichat, qui est un hôpital à Paris, en France. Donc, il y avait 17 cas de patients hospitalisés, et en fait, quand on regarde les motifs d'hospitalisation, il n'y a eu aucun décès. C'était des surinfections bactériennes qui étaient relativement fréquentes et qui nécessitaient parfois de mettre les patients sous antibiothérapie par voie intraveineuse pour des vraies surinfections assez inquiétantes, très nécrotiques. Et aussi, parfois, la prise en charge de la douleur, parce que les patients qui avaient des lésions anales et génitales, souvent, étaient extrêmement douloureux et on pouvait avoir besoin de recourir à la morphine par voie intraveineuse, qu'on ne fait donc pas en dehors de l'hôpital, et ça pouvait être un motif d'hospitalisation de ces personnes. Vous voyez que la durée médiane du séjour hospitalier, c'était 3 jours, ce qui est donc très court, et on n'est pas dans des hospitalisations forcément très prolongées, et donc dans des cas d'extrême gravité. Tout ça doit néanmoins pas nous faire oublier que lors de cette épidémie aussi, on a pu observer des formes cliniques extrêmement préoccupantes, extensives, creusantes, nécrosantes. C'est ce que vous voyez sur ces photos, et ces photos sont issues d'une publication qui rapporte des cas de Mpox chez des personnes très immunodéprimées, chez des personnes vivant avec le VIH qui, en général, avaient moins de 200 CD4. C'était moins de 350 le critère d'inclusion pour être rapporté dans la série, mais les gens avec les formes les plus sévères avaient moins de 200, voire moins de 100 CD4, et la quasi-totalité des décès qui ont été observés dans cette série sont survenus chez des personnes qui avaient moins de 100 CD4. Un petit point vraiment rapide sur les traitements antiviraux qu'on a pu évoqués lors de cette épidémie et qui sont d'ailleurs toujours d'actualité quand on a des formes qui sont sévères qui peuvent toujours se présenter. Donc je vais les balayer rapidement. Je vous ai mis ici une revue de la littérature qui est parue en 2023 dans CID que je vous conseille si le sujet vous intéresse parce qu'elle est vraiment extrêmement bien faite. Le premier traitement antiviral, c'est le tecovirimat. On en a déjà un petit peu parlé. En fait, depuis très longtemps, hein, depuis les années 2000, on sait que le tecovirimat peut avoir une activité sur les orthopox virus, dont fait partie le monkeypox, mais aussi la variole. Et donc, on a des données in vitro qui sont assez claires sur le fait que par l'inhibition d'une protéine virale qui s'appelle VP37, on a une efficacité sur le monkeypox virus. Et depuis les années 2000, hein, on sait aussi que le virus a la capacité assez facilement de devenir résistant à cet antiviral. On n'a aucune donnée d'efficacité, on n'avait aucune donnée d'efficacité in vivo chez l'homme du tecovirimat sur monkeypox virus. Par contre, on avait des données sur l'animal dans le contexte de la variole. Et assez rapidement, grâce à ces données sur l'animal, on a eu une AMM européenne sous circonstances exceptionnelles pour l'utilisation du tecovirimat dans le cadre de Mpox, aussi de la variole ou éventuellement des infections à Copox qu'on observe très peu. Dans le cas de Mpox grave, ça c'était l'indication CDC, donc en cas de complications, en cas de localisation anatomique qui mettait en jeu le pronostic fonctionnel, ou de terrain à risque chez le grand immunodéprimé, chez certains enfants, dans le cas des femmes enceintes, ou chez des personnes qui avaient des maladies dermatologiques sévères sous-jacentes parce que ça avait été associé à de la mortalité dans certaines études. En fait, on a utilisé le tecovirimat lors de l'épidémie, effectivement plutôt chez des gens qui avaient les formes de l'immunodéprimé que je vous ai montré sur les photos précédemment. On l'a pas utilisé largement parce que déjà pour se le procurer,
ça nécessitait une procédure qui était un peu complexe et donc on l'a vraiment réservé aux formes vraiment sévères. Et finalement, d'expérience, on a été assez déçus de cette molécule. On n'a pas eu l'impression que ça faisait grand-chose, sachant que, comme on l'a déjà dit, Mpox est une maladie de résolution spontanée. C'est une maladie virale qui, dans l'immense majorité des cas, va se résoudre positivement avec des traitements symptomatiques seuls. C'est extrêmement compliqué de savoir ce que fait le tecovirimat dans cette indication. Donc ça, je vais passer rapidement. Je vous ai mis sur cette diapositive quelques séries qui ont essayé de décrire ce qui se passait sous Tecovirimat quand les gens l'ont reçu dans les pays européens. Il y a des données allemandes, il y a des données italiennes, il y a des données espagnoles, il y a quelques données françaises. Bon, c'est ce que je viens un peu de dire. Finalement, les données observationnelles sont pas du tout concluantes parce que comme c'est une maladie qui se résout spontanément bien, on n'est pas trop capable de savoir la part des choses sur l'action de l'antiviral. Le dernier papier sur cette diapositive, c'est un article des Italiens qui a essayé de montrer que le tecovirimat pouvait avoir un impact, ou pas d'impact d'ailleurs, sur la clairance virale quand on mettait des patients hospitalisés sous tecovirimat. Et en fait, ce papier a été incapable de montrer qu'il y avait un impact positif de la clairance virale, de la vitesse de la clairance virale chez ces patients. Donc même virologiquement, sans parler même de bénéfices cliniques, on n'a pas réussi à montrer un bénéfice clair. Et donc c'est vrai qu'on est assez déçu de cette molécule. Ça a été rappelé par Delia juste avant, et aujourd'hui, on a du mal à la positionner comme un traitement franchement révolutionnaire. À l'époque, on a évoqué aussi l'utilisation du cidofovir, donc qui est une molécule qu'on utilise dans la rétinite à CMV chez les patients en stade SIDA qui ont des infections oculaires sévères. C'est une molécule qui est extrêmement difficile à manipuler parce qu'elle est très néphrotoxique. On a des données in vitro et in vivo chez l'animal dans le contexte des orthopoxvirus avec des efficacités qui sont pas inintéressantes. Elle a été utilisée en 2022, mais très à la marge, de la même manière que le brincidofovir, qui est la prodrogue du cidofovir, qui a une AMM dans l'indication variole, avec aussi là des données d'efficacité in vitro, in vivo chez l'animal dans le contexte de monkeypox. Il y a quelques case reports qui suggère que ça pourrait avoir un intérêt dans l'infection à monkeypox virus, mais encore une fois, on est vraiment là sur un nombre de patients qui est inférieur à 10 et qui permet pas de conclure quoi que ce soit. Pour terminer sur les armes thérapeutiques qu'on a pu évoquer en 2022, on a les immunoglobulines anti-vaccines qu'on a utilisées chez quelques patients très très gravement atteints parce que très immunodéprimés. Donc en fait, les immunoglobulines anti-vaccines, c'est ce qu'on utilise dans les suites d'une vaccination contre la variole, dans les formes sévères de réaction au vaccin. En général, c'est quand on vaccine contre la variole des grands immunodéprimés qui n'ont pas les moyens de se défendre contre le vaccin, contre la vaccine qu'on va inoculer et qui peuvent faire ce que vous voyez sur la photo, des réactions locales extrêmement impressionnantes. Et il y a une indication de donner des immunoglobulines anti-vaccines dans ce cas-là. Et dans le contexte de Mpox, ça a été proposé. Nous, on l'a utilisé chez un patient parce que vraiment, on s'en sortait pas. C'était une forme qui était extensive, qui évoluait de manière extrêmement nécrosante chez une personne qui avait quasiment pas de CD4, malgré le tecovirimat. Et donc, on a réussi à importer pour un patient des immunoglobulines des États-Unis. Et bon, finalement, on n'est pas très certain de ce que ça a fait, mais on a pu l'utiliser. Une des grandes questions qu'on s'est posées aussi, et d'ailleurs, je serais très intéressé d'en discuter avec les collègues africains, parce que nous, pour le coup, on avait plutôt l'impression qu'une fois que l'infection se terminait, donc après en gros 3 semaines d'évolution, on avait plutôt des gens qui n'avaient plus aucune séquelle. Et on s'était un peu dit ça. Néanmoins, on a très peu de données sur les cicatrices au long cours chez des patients qu'on a pu avoir en hospitalisation ou en ambulatoire en 2022. Et je vous ai mis ici les résultats d'une étude qui n'est pas encore publiée, même si la lettre vient d'être acceptée par une interne que j'ai encadrée pendant sa thèse, qui a revu en consultation des gens qu'on avait vus de nous dans le service en 2022. Donc on est parti de 70 patients, elle a revu en consultation 35 patients quasiment 2 ans après l'épisode aigu, et on a regardé s'il y avait des cicatrices, et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans 2 tiers des cas, chez 25 patients, il y avait des cicatrices. Je vous ai mis ici quelques exemples. Donc les exemples que vous voyez ici, c'est surtout des cicatrices déprimées.
mais il y avait aussi d'autres types de cicatrices chez d'autres patients, des macules hyperpigmentées, parfois hypopigmentées, et des lésions un peu hypertrophiques plus rarement. Et surtout, ce qu'on a mis en évidence, c'est que plus le phototype était foncé, donc plus la peau était noire, plus on avait un risque de cicatrice au long cours. Ce à quoi on s'attendait pas forcément. Alors, on sait que sur peau noire, la cicatrisation peut être plus difficile, mais on s'attendait pas à avoir deux tiers des patients qui gardaient des cicatrices. Et à ma connaissance, il y a très peu de données publiées sur les patients africains, notamment lors des épidémies récentes, sur la cicatrice. Et ça serait très intéressant de le rapporter parce qu'on manque vraiment de ces données. Et ça veut dire qu'on manque de consignes à donner aux patients pour la bonne cicatrisation des lésions au moment où ils font l'épisode aigu. Il y a un article que je vous ai mis parce que j'y ai participé, c'est une étude qualitative sur l'impact psychologique de ce qui s'est passé en 2022. En fait, quand on réinterroge les gens sur la manière dont ça s'est passé, ils ont été assez traumatisés de la façon dont ça s'est passé. Je vous l'ai dit en introduction, on était très précautionnés dans la manière dont on prenait les gens en charge, on les isolait. On avait des discours qui étaient contradictoires les uns avec les autres parce qu'on connaissait pas très bien cette maladie. Il y avait dans les médias des stéréotypes assez homophobes qui étaient véhiculés parce qu'on racontait sur cette maladie. Et c'est vrai que ça a été très mal vécu par une grande partie de la communauté gay qui était la communauté de très loin la plus touchée par cette pathologie. Et donc, c'est vraiment un point sur lequel on doit travailler si on a des nouvelles bouffées épidémiques et puis si on a des nouvelles pathologies qui se transmettent par voie sexuelle et qui sont stigmatisantes comme l'est cette pathologie parce que cutanément, je sais pas si ça se dit sur le plan cutané, c'est très visible. Pour terminer, on sait désormais qu'il est possible de se recontaminer quand on a déjà eu une infection ou quand on a été vacciné, y compris avec un schéma complet à 2 doses. Euh, les premières données suggèrent néanmoins que quand on refait une infection ou quand on a été correctement vacciné, on a des tableaux cliniques qui sont moins sévères que quand on est vierge de toute immunité, donc quand on n'a pas déjà été en contact avec l'agent infectieux ou le vaccin. Mais donc, c'est possiblement problématique parce que ça veut dire que quand on perd son immunité, on n'est pas dans le cadre d'une maladie qui est immunisante et donc on peut avoir à nouveau un pool de personnes qui peuvent se réinfecter de manière assez importante. Et donc, il faut absolument le prendre en compte dans la manière dont on gère la prévention de cette pathologie. Et donc pour terminer, je vous ai mis la situation actuelle en France, puisque les pics qu'on a connus en 2022 sont largement derrière nous et on n'est plus du tout dans cette situation. En fait, depuis janvier 2024, donc depuis un an, on a entre 10 et 20 cas rapportés, parfois 30 maximum, mais par mois. Et c'est pas du tout la situation qu'on a connue en 2022. Je vous ai mis en regard à droite justement ce qu'on observe en 2024 par rapport à ce qu'on observait en 2022. Et vous voyez qu'on a du mal à apercevoir les histogrammes en 2024 tellement l'échelle montre que c'était beaucoup plus important en 2022. Mais néanmoins, il y a une circulation un peu sporadique comme ça qui circule en France qui n'est pas tout à fait terminée. Je vous ai montré la distribution de ces cas qu'on observe depuis janvier 2024 sur le territoire français, et vous voyez qu'on a une distribution qui est assez égalitaire partout, ce qui veut vraiment dire qu'on peut avoir des cas sporadiques auxquels on est confronté, et que c'est peut-être une situation à laquelle il faut qu'on s'habitue. Je pense que j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et bien sûr, on peut discuter maintenant ensemble. Merci Romain, c'était très complet, même sur la cicatrisation et l'impact psychologique. Donc ça, c'était bien. Il y a plein de questions. Il y en a auxquelles tu as déjà répondu, vu qu'il y avait la question du fait que le Mpox était ou non une infection immunisante. Donc parfait. Euh, alors, on a une question qui sera plutôt pour Delia, peut-être à la fin, si on a encore un petit bout. Et une question ici, est-ce que la charge virale au niveau du sang est suffisante pour avoir une contamination en cas de transfusion? Alors, on n'a pas la réponse directe à cette question parce que par chance, il n'y a pas eu de cas rapportés de cas de transmission du virus par transfusion sanguine. Par contre, les charges virales qu'on observe dans le sang sont très faibles par rapport à celles qu'on observe dans les autres fluides et par rapport surtout à ce qu'on observe par voie cutanée. En fait, on a vraiment l'impression que c'est une virémie transitoire
En tout cas, dans ce qu'on a observé dans les cas là en 2022. Un peu comme ce qu'on observe dans la varicelle, en fait, on connaissait pas très bien cette littérature, mais ça a été l'occasion de nous y replonger à l'époque. En fait, donc la varicelle, hein, qui est évidemment, vous le savez tous, une infection d'expression cutanée. Mais quand on regarde certaines publications, on se rend compte que quand on fait une prise de sang à la phase vraiment aiguë de la maladie, ben, on peut retrouver du virus qui circule dans le sang en faible quantité. Et c'est vraiment la phase virémique initiale qui permet d'ailleurs probablement d'expliquer pourquoi la diffusion cutanée, elle est à ce point-là large. Et donc là, on a observé un peu la même chose. Donc l'hypothèse, c'est que les gens s'infectent vraiment plutôt par contact, donc là par inoculation et souvent par voie sexuelle, qu'ensuite il y a une virémie, et parce que c'était pas rare d'avoir des patients qui avaient des grosses lésions anales ou génitales, et qui secondairement avaient des lésions qui pouvaient apparaître à distance sur les mains, sur les jambes, le tronc, qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Et d'ailleurs, c'est une différence avec les formes qui étaient historiquement décrites. On a plutôt d'ailleurs sur les photos de Delia, on voyait effectivement notamment des enfants avec des trucs qui ressemblent vraiment soit ce qu'on voyait dans la variole, soit aussi dans la varicelle, avec des gens qui sont couverts des pieds à la tête, avec une seule floraison de lésions. Et c'est vrai que dans l'épidémie de 2022, les formes cliniques étaient un peu différentes. Donc voilà, ça répond un peu plus largement à la question, mais en tout cas, je ne sais pas si les virémies faibles qu'on a observées pourraient euh, expliquer des cas de transmission. Je pense que oui, en fait, hein, ça serait logique de le penser, mais on ne les a pas mises en évidence. Et alors, une autre question que j'interprète un petit peu comme une question sur le fait que est-ce qu'il y a toujours des symptômes? Donc, est-ce que parfois, éventuellement, on peut l'avoir et être contagieux, mais en étant asymptomatique? Bah, c'est une très bonne question parce que, comme vous le savez, beaucoup d'infections et notamment des infections sexuellement transmissibles sont asymptomatiques et peuvent engendrer des transmissions. Donc, c'est une question qui est très importante. Il y a des travaux qui ont montré que c'était aussi le cas de Mpox, où en fait, ils ont repris pendant la période épidémique, donc 2022-2023, des prélèvements qui avaient été réalisés chez des patients qui venaient pour des bilans IST assez systématiques, hein, donc recherche de gonocoque, recherche de chlamydia, donc avec des écouvillons qu'on fait au niveau de la gorge, au niveau de l'anus, au niveau des urines ou des prélèvements vaginaux, et ils ont montré que chez des gens qui n'avaient présenté aucune lésion compatible avec Mpox, on arrivait à détecter du Mpox par PCR, pas forcément en quantité très forte, mais donc il est très probable qu'il y ait des gens qui aient été en contact avec la maladie, qui ne l'ont pas déclaré cliniquement et qui ont pu le transmettre à d'autres personnes sans le savoir. Oui, c'est des données belges d'ailleurs. Il y a des données, effectivement, il y a des données belges sur cette question qui ont été les premières. Encore une question intéressante qui est, enfin une question tout court d'ailleurs, mais qui par ailleurs est intéressante, qui est est-ce que la transmission congénitale est possible? Donc verticale de la mère à l'enfant. Oui, c'est une colle, hein. Euh, alors, j'avoue que je connais mal ce sujet. Peut-être Delia d'ailleurs a plus l'information que moi parce qu'on n'a pas été par chance confronté vraiment à cette question au nord. J'imagine que oui, ne serait-ce que pour des questions liées au contact, notamment au niveau de au moment de l'accouchement, ce qui paraît assez logique. Par contre, vraiment, pendant la grossesse, je n'ai pas cette réponse. On pourrait extrapoler avec la varicelle, on sait que c'est le cas et que c'est possible, donc j'imagine que oui, mais je peux pas répondre de manière formelle. Bah, c'est la virémie dont tu parlais, c'est probablement Mm. la phase de virémie qui pourrait être critique à ce niveau-là, Ouais, hein. Plus ouais. l'accouchement, évidemment. Ok, super. Merci beaucoup, Romain. On va passer à la troisième présentation. Merci beaucoup. Alors, la troisième présentation va être faite Et juste, par... je vous interromps, pardon, parce ah que, oui, excusez-moi Charlotte, juste parce que j'avais en tête justement ce papier à propos de cette discussion où il y avait eu une femme enceinte qui avait été infectée et qui avait donné naissance à un enfant. C'est pas pour mon topo, hein, mais c'était juste comme ça, j'y pensais après le très très intéressant excellent. topo de Romain et qui montrait un enfant qui avait eu enfin, une fausse couche et puis d'autres morts fétales. Donc, il y a manifestement une possibilité de passage, même si effectivement, on l'a très peu vu, heureusement. Mm. Bah, merci pour l'info parce qu'effectivement, je n'avais pas vu ce papier et malheureusement, ça semble être donc possible. Ouais. Ben, on n'a pas vu énormément chez des femmes non plus, en tout cas au nord, mais probablement dans les pays du Sud où ça arrive plus. Mais donc, Olivier, je ne t'ai même pas présenté. Pardon, oui. Laisse-moi te présenter, s'il te plaît.
Donc, Olivier Pollard nous a fait le plaisir d'accepter ce topo sur la vaccination Mpox et qui est professeur en maladies infectieuses au CHU de Grenoble en France et membre de la commission technique des vaccins. Alors, c'est tout ce qu'il a accepté de me dire, mais je sais qu'il est extrêmement actif dans de nombreux domaines concernant la vaccination. Je vois beaucoup de choses passer de sa part dans plein de domaines, donc ça me semblait être une personne adéquate pour nous faire le topo aujourd'hui. Merci Olivier d'avoir accepté. Merci Charlotte. Et effectivement, oui, c'est une thématique qui m'intéresse. Et donc, je pense que ça peut être intéressant d'en discuter aujourd'hui et d'échanger aujourd'hui sur le sujet. Avant de commencer, effectivement, je vous ai proposé ces deux petits quiz. Un qui concerne un peu la nature du vaccin, MVA, le Imvanex ou Jynneos, et un autre qui concerne la façon dont on peut l'utiliser. Donc le premier, quelles réponses sont vraies? C'est un vaccin basé sur une protéine, c'est une forme atténuée du virus de la variole, c'est une forme atténuée du virus de la Mpox, c'est un vaccin non répliquant basé sur la vaccine, c'est un vaccin élaboré en 68. Et la deuxième, qu'est-ce qui est vrai concernant l'usage de ce vaccin? Les personnes vaccinées contre la variole n'ont besoin que d'une dose. La vaccination est contre-indiquée chez les immunodéprimés. Les effets indésirables graves sont très rares. Le vaccin ne peut pas être fait si la Mpox circule dans le pays de façon intense. Et on dispose actuellement de données d'efficacité robustes. Mais je pense que mes phrases sont un peu mal écrites et un peu torturées. Et donc, bah, si on regarde un peu, bah, on va en parler effectivement. C'est un vaccin, en fait, c'est un vieux vaccin de 68, justement, qui avait été développé comme un vaccin antivariole, mais qui s'est révélé aussi être un vaccin contre d'autres pox. Et comme l'évoquait d'ailleurs notre première intervenante, c'est pas du tout un vaccin fait pour être contre tel ou tel pox, orthopox particulier, mais c'est plutôt contre différents antipox. Et après, on a effectivement besoin que d'une dose, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. On a effectivement besoin que d'une dose si on a déjà été vacciné pour la variole, parce que c'est en fait c'est le même type de vaccin. Il est contre-indiqué, non, justement, c'est une ça notre chance. Les effets indésirables graves sont très rares, c'est vrai. Il peut pas être fait si la Mpox circule dans le pays, bah, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est tout à fait intéressant de vacciner. Et on a actuellement des données d'efficacité robustes, et bah, c'est vrai. Et donc, bah, pour discuter un petit peu de tout ça et passer un petit peu en revue tous ces aspects, j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Je suis membre de la commission technique des vaccins et j'ai participé à l'élaboration de certaines des recommandations françaises. Je ne sais pas si ça rend un conflit d'intérêt. En tout cas, c'est parfois des choses qui me tiennent à cœur de manière un peu disproportionnée, c'est vrai. On l'évoquait tout à l'heure, les orthopox virus, c'est une grande famille de virus qui donnent essentiellement des maladies animales, mais quelques-uns, dont en particulier la variole, donnent des maladies humaines et certains peuvent être responsables de maladies qu'on voit à la fois chez l'animal et parfois chez l'homme. C'est le cas de la vaccine, c'est le cas de la cowpox, il y a un virus assez proche ou une maladie assez proche. Et c'est le cas donc du Mpox. Et le fait que ces virus puissent passer d'un être vivant à un autre, d'espèces différentes, ça nous fait déjà penser qu'ils sont proches. Et une autre façon de voir qu'ils sont proches, c'est que l'immunité dirigée contre un de ces virus protège en général contre la plupart des virus. Et c'est comme ça qu'on a mis au point la vaccination d'ailleurs. C'est en utilisant un des pox, la vaccine, pour vacciner contre un autre pox catastrophique, la variole. C'est des choses d'histoire que tout le monde connaît un petit peu sans doute. Une des raisons pour lesquelles c'est possible aussi de faire des vaccins contre tous ces différents virus avec un seul vaccin peut-être, c'est que c'est un virus qui mute peu. Si on regarde différents types de virus et qu'on regarde leur capacité à muter,
leur capacité à donner des variants comme le SARS-CoV-2 par exemple, à donner des souches nouvelles tous les ans comme la grippe, à donner des souches qui échappent au vaccin comme le VIH. Et bah, les virus justement les plus enquiquinants sur ce plan en termes de variation, c'est la grippe, le VIH, le SARS-CoV-2, virus de la Covid, alors que justement les virus type poxvirus, les virus à ADN double brin, eux, ils sont beaucoup plus stables et ils nous posent beaucoup moins de problèmes de variation, ce qui explique que des vaccins mis au point il y a longtemps, on pourrait même réfléchir au fait que le vaccin qu'on utilise actuellement a été mis au point il y a plus de 2 siècles, continue à être efficace. Là, on voit une autre donnée sur ces mutations qui est visible sur le site NextTrain qui s'intéresse à la dérive virale de plein de virus. Alors bien sûr, ça a explosé pendant le SARS-CoV-2, ce site, mais c'était tout à fait intéressant aussi pour d'autres virus, la grippe par exemple. Et la dérive qu'on voit par exemple sur les 10 dernières années ou les 8 dernières années pour la Mpox, pour le clade 2 là par exemple, c'est pas une dérive très importante, ce qui explique qu'on n'ait pas de doute sur l'échappement à des vaccins. Si on refait un petit peu d'histoire, comment est-ce qu'on a découvert tout ça? Parce que l'histoire de la vaccination, en fait, c'est vraiment l'histoire des vaccins de la variole et de la Mpox. Un des pires fléaux au monde comme maladie infectieuse, c'était la variole. On s'était rendu compte il y a longtemps qu'on faisait qu'une seule fois la variole. Et donc, il y a des gens qui ont eu l'idée de varioliser. C'est-à-dire, je prends des prélèvements de quelqu'un qui a la variole et je vais exposer quelqu'un de sain à ces prélèvements. Les Chinois au XVIe siècle avaient commencé en faisant respirer des croûtes ou en faisant porter des habits de patients qui avaient la variole à des personnes saines, de manière à ce qu'elles développent des lésions très minimes de variole et qu'elles soient ensuite protégées à vie. Et après, la technique avait été raffinée. On prend des contenus de pustules chez quelqu'un qui a la variole et on les donne et on les injecte dans la peau de quelqu'un. On appelle ça la variolisation. Le risque, c'est de faire une forme grave, peut-être 1%. Mais par contre, après, on est protégé à vie. Alors que la variole elle-même, le risque de décès, il pouvait atteindre 30% et les risques de séquelles, ils étaient plus élevés. Et donc, bah, soit vous avez une petite chance de faire une maladie grave, mais après vous êtes protégé si on vous variolise, soit vous faites rien, mais quand vous voyez passer la variole, vous risquez une forme grave. Et ce déséquilibre, enfin, cette discussion entre les deux, en général, a valu plutôt le succès à cette méthode de variolisation. Là, c'est un document intéressant du XVIe siècle qui décrit les lésions de variole en Chine. Et c'est donc les Chinois, puis ensuite ça a été perfectionné au cours du XVIIe siècle, qui ont pu proposer de varioliser. Et par exemple, quand il y a eu une épidémie de variole au début des années 1800 à Boston. C'est une personne en esclavage, Onesimus, qui avait été variolisé quand il était petit, qui a dit à son maître, mais en fait, il faut varioliser tout le monde comme moi je l'ai été. Et ça a été fait à Boston et ça a permis de limiter l'épidémie de variolisation. Enfin, c'était quand même un peu compliqué. Il fallait prélever du sucre chez quelqu'un, le donner à quelqu'un d'autre. Il y avait quand même un risque de variole, même s'il était minime. Et c'est derrière que d'autres personnes, en particulier en Angleterre, ont commencé à se rendre compte entre 1760 et 1790 qu'il y avait une maladie qui ressemblait beaucoup à la variole, mais beaucoup moins méchante, qui était présente chez les femmes ou les hommes qui s'occupaient des vaches. Et comme c'était une maladie de la vache d'ailleurs, bah, on l'appelait la vaccine, cette maladie, littéralement de la vache. Et on s'était rendu compte donc que les personnes qui faisaient la vaccine ne faisaient plus la variole. Et donc, bah, différents médecins, et en particulier Jenner, a eu l'idée de prendre des lésions de vaccines pour les mettre dans quelqu'un d'autre. Alors, c'était plus de la variolisation, puisque pas la variole, c'était de la vaccination. Et en gros, vous voyez, ça, c'est les lésions qu'il y a chez le pied des vaches et les lésions qu'on pouvait retrouver chez des treilleurs.
Et après, il faisait plus jamais la variole. Il a prélevé un peu de sucre d'une treilleuse et il l'a injecté chez un petit garçon. Et après, au bout de quelques semaines, il a infecté le petit garçon avec la variole. Alors, sur le plan éthique, ça apparaît extrêmement critiquable. Par contre, ça a marché. Et donc, cette technique d'injecter la vaccine, qu'on a appelée la vaccination, bah, derrière, elle a fait Florès. Il a publié ses travaux, vous voyez, 1802. Et il faut imaginer ces moments où on prenait une vache avec la vaccine, une vache qui avait des lésions de vaccine, on grattait sa peau et derrière, on inoculait des gens. Et les gens ensuite étaient protégés contre la variole. Alors bien sûr, il y a des caricaturistes qui s'en sont emparés, bah, je le montrerai après. C'était beaucoup plus safe que le fait d'inoculer la variole. Là, vous voyez en parallèle ce qui se passe sur la peau quand on inocule un peu de vaccine ou quand on inocule un peu de variole. Au début, il n'y a pas de grosse différence. Et puis après, au bout de 9 ou 11 jours, il y a une grosse différence. Et puis là, bah, du côté variolisation, ça part un peu en sucette. La personne n'a pas eu de chance. Alors que la personne qui a eu la vaccine, elle, elle a des lésions beaucoup moins graves. Donc ça marchait bien, ça faisait un peu peur, donc il y a eu des caricaturistes qui faisaient croire aux gens qu'il y avait des vaches qui allaient leur pousser sur le nez ou leur pousser partout. Il y a des gens d'autres caricaturistes qui se sont imaginés qu'il y avait des cornes, qui allaient leur pousser. Enfin, tout le monde s'est moqué, mais sauf qu'avec ce vaccin dérivé d'une maladie de la vache, on a réussi à éliminer la variole de tous les continents et a déclaré que la variole avait été éradiquée. On a eu au cours des dernières décennies donc bah, un peu ces différents types de vaccins. Historiquement, donc on prend des prélèvements de vaches malades. Ensuite, on a fait ça plus proprement, enfin si j'ose dire. On prend une vache, on lui inocule au laboratoire la vaccine, puis ensuite on fait des prélèvements quand elle est malade. Et c'est ça le vaccin. Donc c'est un vaccin vivant issu de la vache. Après, il y a eu les vaccins de deuxième génération contre la variole. C'est les mêmes souches de virus de type vaccine, mais cette fois-ci, on a fait pousser sur culture cell. Donc on n'est plus obligé d'avoir une vache dans son laboratoire. Et il y a eu plusieurs fabricants comme ça qui l'ont fait. C'était encore un vaccin vivant, donc il pouvait y avoir encore des effets indésirables. En particulier, il arrivait qu'on vaccine un enfant, et puis en fait, l'enfant, il commence à tripoter l'endroit où il a été vacciné, et puis après, il s'en met dans les yeux. Ça pouvait faire des formes un peu généralisées de vaccine, voire dans certains cas, des formes graves. Et donc, c'est pour ça qu'a été mis au point une autre génération, et c'est ce qu'on utilise maintenant comme vaccin. C'est toujours une souche de virus de la vaccine, mais qu'on a atténuée pour la rendre non réplicative. Il y a une souche en particulier qui a été faite à partir d'une souche turque, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Modified Vaccine Ankara. Et c'est elle dont on se sert maintenant comme vaccin, qui a eu une AMM pour le vaccin variole, sauf que comme elle marche un peu sur tous les orthopox, et ben elle marche aussi sur le Mpox. Donc, il faut imaginer qu'on a pris ce virus, on l'a cultivé sur des ânes, sur des veaux, et puis après, finalement, on l'a cultivé que sur des lignées de poulets. On l'a cultivé pendant plus de 10 ans que sur des lignées de poulets, et après, bah, la souche virale, elle savait plus pousser sur un mammifère. Quand on lui donne des cellules de mammifères, elle les infecte plus. Quand on l'injecte à des mammifères, elle ne se réplique pas. Et ce vaccin cette souche virale a été utilisée dans trois domaines, soit pour faire un vecteur de vaccin contre autre chose, soit pour faire un vecteur de délivrance de gènes, et soit bah, comme vaccin anti-poxvirus. Donc le virus rentre dans la cellule, il commence à exprimer ses gènes, il commence à faire des protéines virales, mais après, comme il a été cultivé que sur du poulet, bah, il ne sait plus faire chez le mammifère et ça s'arrête. Il fait que les premières étapes, il exprime ses protéines, donc ces protéines, elles peuvent être l'objet derrière d'une réponse immunitaire, mais par contre, il n'y a pas d'infection. Et c'est pour ça qu'on s'en est servi, par exemple, comme vaccin anti-VIH.
On a mis dans cette souche virale des gènes de VIH ou bien des gènes de plasmodium du paludisme ou bien des gènes de la bactérie de la tuberculose pour en faire un vecteur vaccinal. Et ça a marché plus ou moins bien, mais en tout cas, on avait une grosse expérience avec ça. On s'en est servi aussi comme vaccin anti-cancer. On prend des gènes de vaccins, en particulier de mélanome ou de cancer du sein ou de cancer du poumon. On met ces gènes dans la souche virale et après on injecte le virus. Il ne se réplique pas, mais par contre, il déclenche une réponse immunitaire contre la tumeur. Ça a marché plus ou moins bien, mais là aussi, on avait une grosse expérience. Et puis surtout, on s'est dit, bah ok, on le développe comme vaccin anti-variole, mais peut-être qu'il marche comme vaccin anti-Mpox. Et ça a été testé il y a bientôt 20 ans chez l'animal. Effectivement, un animal qui avait reçu du MVA, en l'occurrence du MVA pour un vaccin VIH, 3 ans après, on lui met le Mpox et on voit qu'il y a beaucoup moins de lésions chez les singes qui ont reçu du MVA. Ça a été refait par un autre laboratoire, de la même manière. On vaccine par du MVA, on attend 2, 3 ans, puis après, on réessaye de mettre cette fois-ci la Mpox chez l'animal. Et la charge virale est moins importante, le nombre de lésions cutanées est moins importante. On l'a testé aussi chez l'homme comme vaccin anti-variole. Alors le problème, c'est qu'il n'y a plus de variole. Donc, comme il n'y a plus de variole, on ne pouvait plus tester son efficacité contre une infection. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé son efficacité contre les vieux vaccins vaccines. On n'injectait pas la variole, on injectait les vieux vaccins vaccines. Et avant, on injectait notre MVA pour regarder s'il protégeait contre la souche vivante du vaccin vaccine. Et pour le coup, oui, les gens qui avaient reçu le vaccin MVA, ils avaient moins de lésions cutanées quand on leur injectait le vaccin vivant. Et ça a permis au vaccin, ça et d'autres recherches, d'avoir une AMM en 2013, qui est une AMM qui était donnée pour la variole et qui était effectivement plutôt réservée à des réflexions de bioterrorisme, sauf que bien sûr, comme il marche contre le Mpox, c'est là qu'il était le plus intéressant. Et on s'en est surtout rendu compte, et c'est très dommage qu'on n'ait pas pu le développer avant dans les pays comme les RDC où il y en avait avant 2022, mais on a pu surtout s'en rendre compte de l'intérêt de ce vaccin lors de la poussée extra-africaine de 2022 qu'évoquait Romain. Et on a différentes études qui l'ont montré. Là, par exemple, on regarde sur une étude prospective de personnes vaccinées ou non. Alors non, pardon, ça c'est pour regarder les anticorps. Quels sont les anticorps qui sont faits après une dose ou 2 doses, soit les anticorps totaux, soit les anticorps neutralisants, et on voit qu'après 2 doses, les anticorps ils montent dans le sang. Et on se rend compte aussi, c'est intéressant, que quand on fait ça chez des personnes qui ont été vaccinées dans leur enfance, 40 ans avant, contre la variole, mais aussi avec un virus vaccine, et bah très vite, dès le début, en fait, ils ont des anticorps, et quand on leur refait une dose, ils montent encore plus haut que les autres. Et c'est ça qui a permis de dire qu'il fallait faire qu'une dose, enfin c'est ce type d'étude qui a permis de dire qu'il fallait faire qu'une dose de vaccin chez les gens déjà vaccinés contre la variole avant 1980. Et après, donc, il y a eu différentes études d'efficacité. Là, c'était en Israël, par exemple. On compare le nombre de cas chez des personnes vaccinées ou non vaccinées. Et la réduction du nombre de cas permet d'évaluer l'efficacité à 86% pour une dose. Une autre étude en Espagne qui regarde la différence entre des vaccinés et des non vaccinés. Alors, on voit que chez les vaccinés, c'est les bleus. Pendant les premiers jours, ils peuvent continuer à avoir des infections le temps que la réponse immune se mette en place. Et puis par contre, après 14 jours, l'efficacité, elle est de près de 80%. Une autre étude au Canada, là aussi, on regarde des personnes vaccinées ou non vaccinées. Eux, une dose, ils disaient, c'était 58% d'efficacité. Et finalement, il y a des méta-analyses qui ont été faites comme celle-ci et qui ont dit l'efficacité, c'est 87%.
Donc une efficacité tout à fait intéressante, efficacité de au moins, là c'était 2 doses, une efficacité de entre 81 et 87%, donc vraiment une efficacité intéressante. Des personnes se sont intéressées au fait d'utiliser le vaccin en post-exposition, comme on sait qu'on peut le faire pour la rougeole, pour la varicelle, pour l'hépatite A, pour l'hépatite B, avec un timing plus ou moins bref en fonction de l'infection. L'hépatite A, c'est 15 jours, la rougeole, c'est 3 jours après l'exposition. Et donc, il y a des études qui ont regardé ce que ça donnait en post-exposition, le vaccin MVA contre la Mpox. Cette première étude, elle avait observé une efficacité très élevée. Une efficacité qui était entre 85 et 90, voire peut-être 100% d'efficacité. Mais toutes les autres études qui ont été faites, elles ne montraient pas la même efficacité. Dans cette méta-analyse, vous voyez que la seule étude qui montre une efficacité, c'est l'étude que je viens de vous montrer, c'est Morales. Alors, c'était une plus grosse étude, donc c'est vrai qu'elle a un poids, mais quand on regarde sur certaines techniques d'analyse, de méta-analyse, eh ben, il n'y a pas d'efficacité en fait. Et c'est vrai que c'est pas vraiment là-dessus qu'on met l'accent sur l'efficacité en post-exposition. L'efficacité a pu être montrée chez les PVVIH. Tout à l'heure, une étude que je vous montrais d'ailleurs, c'était chez les PVVIH. Et là, dans cette étude, l'efficacité chez les PVVIH avec plus de 350 CD4 ou bien indétectable, c'était de 86%. Donc vraiment une efficacité intéressante. Quelle durée de protection? Ça, effectivement, c'est une question qui est peut-être pas complètement résolue. Elle est venue, cette histoire, du fait que quand on regarde la quantité d'anticorps dans le sang au bout d'1 an, on a l'impression qu'elle est redescendue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mémoire. Bien sûr, il y a de la mémoire. Il y a des lymphocytes B mémoire capables de refaire des anticorps s'ils sont restimulés, mais il n'y a pas autant d'anticorps dans le sang. Et ça rentre un peu en résonance avec des publics qui disent, bah tiens, par exemple, nous, là, on a 49 cas de Mpox, dont la moitié avait été vaccinée. Et l'épidémie avait été à l'été 2022, et c'est 1 an après qu'on a cette mini-épidémie de cas vaccinés. 9 mois après en général. Et donc, on pouvait se demander, est-ce qu'au bout de quelques mois après une injection de 2 doses, il n'y a pas une perte d'efficacité? Une autre étude aux USA, qui regarde plus généralement aux USA, qui regardait aussi une épidémie chez des personnes qui avaient déjà été vaccinées et qui regarde donc 271 cas, et la médiane, c'est 266 jours après la seconde dose de vaccin. Et c'est plus long si c'est un vaccin intradermique où on sait que c'est plus efficace qu'un vaccin sous-cutané. D'où la réflexion là aussi de se dire que peut-être il y a pour partie une perte d'efficacité après euh, 200 ou 300 jours. Euh, une étude faite par des modélisateurs avait essayé de représenter ça sous forme de graphe. Quelle est l'efficacité prédictible à 10 ans en fonction de si on a eu une dose, 2 doses séparées de 8 jours, 2 doses séparées de 2 ans ou 3 doses. Et là où l'efficacité était la plus durable, c'était soit d'avoir 2 doses espacées de 2 ans, soit d'avoir 3 doses. Les recommandations qu'a fait la France, hein, via la HAS pour cette vaccination, c'est de dire on vaccine les personnes à risque sexuel, les HSH multipartenaires, les trans multipartenaires, les travailleurs, travailleuses du sexe, les professionnels des lieux de rencontre sexuelle qui pourraient être exposés via l'hygiène ou le nettoyage des lieux. Si les personnes n'ont jamais été vaccinées, on leur fait 2 ou 3 doses. 2 doses s'ils sont immunocompétents, 3 doses s'ils sont immunodéprimés, et on fait un rappel à 2 ans. Et ça, ce rappel à 2 ans, la France est la seule à l'avoir recommandé. Et vous avez vu, les arguments sont intéressants, mais sont peut-être pas si robustes que ça. Un des arguments de cette recommandation, c'était aussi de se dire que, étant donné la circulation du virus dans certains pays d'Afrique, il va y avoir des épidémies hors d'Afrique pendant encore des décennies, probablement.
Et donc, autant protéger les gens à très long terme avec une dose supplémentaire. Et s'il y avait déjà une vaccination antivariole par le passé, comme beaucoup de gens s'ils sont nés avant 80, on fait une seule dose et on ne propose pas ce schéma simplifié aux personnes immunodéprimées. Les personnes immunodéprimées, par exemple les PPVIH qui ont une lymphopénie, eux, même s'ils ont été vaccinés dans leur enfance, on fera 3 doses. Je vous laisse enfin, vous aurez ce tableau, mais vous le connaissez déjà, bien sûr. C'était le tableau, entre autres, sur la deuxième dose, en fonction des différentes situations, du nombre de doses déjà reçues par le passé ou plus récemment, et du fait d'être immunodéprimé ou pas. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des partages d'opinions ou d'expériences. Merci Olivier pour cette historique vaccinale tout à fait bienvenue. Euh, Moi, j'ai une question quand je vois tes données, parce qu'en France, vous avez aussi pas mal de vaccins à disposition. C'est pas le cas de tous les pays, évidemment pas des pays du Sud et même de D'où certains pays du effectivement d'ailleurs Nord. la question de faire ou pas une troisième Une dose. troisième, c'est ça. Est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est pas éthique? Tout à fait. Alors, il y a la question de l'éthique, mais qui, plus largement que pour la variole, que pour le Mpox, de toute façon, il y a une vraie question sur l'accès, voilà, privilégié des pays du Nord à des choses dont on a parfois moins besoin. Euh, Mon autre question, c'est si on n'a pas trop de vaccins à disposition, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas alors écarter les 2 premières doses? Je vois ces jolies données qui montrent que 2 doses écartées de 2 ans, c'est aussi bien que 3 doses. C'est une belle économie, ça, de faire 2 doses écartées de 2 ans. Et du coup, les 28 jours, c'est un petit peu les 28 jours des vaccins vivants atténués. Enfin voilà, on fait 28 jours minimum entre les deux, donc c'est ça qu'on a fait ici, même s'il est non réplicatif, j'imagine. On sait bien que souvent, plus c'est écarté, plus ça marche dans la vaccination, le temps de laisser une bonne première réponse immunitaire se développer. Et donc, est-ce que dans certaines recommandations, il n'a pas été évoqué d'écarter plus ces 2 premières doses de façon à développer une réaction immunitaire plus efficace et pouvoir s'épargner la troisième, par exemple? Alors, c'est toujours un peu la discussion en vaccinologie. Quand on rapproche les doses, on augmente la protection à court terme. Par exemple, si c'est un peu la même chose pour l'hépatite B. Si je fais 2 doses séparées de 6 mois, à long terme, je suis aussi bien que si j'ai fait M0, M6. Par contre, quand je fais M0, M6, dès M1, j'ai une protection intéressante. Plus intéressante que si j'avais fait que M0. Donc, si on regarde que le long terme, 2 doses, c'est hyper intéressant. Si on regarde le plus court terme, et c'était un peu ce qu'on a fait lors de la grosse épidémie extra-africaine en 2022, on a préféré faire 2 doses. Mais dans d'autres cinétiques, effectivement, et dans la faible circulation actuellement du virus en France, par exemple, tel que l'a rappelé Romain, c'est aussi un argument qui pourrait se faire valoir de dire le risque à court terme, il est faible, donc on fait 2 doses séparées de 1 an ou 2. Oui, donc on pourrait se dire qu'on s'adapte aussi en fonction du contexte épidémique ou endémique, et que quand on est au milieu d'une épidémie, on cherche une protection À court à terme, court terme pour le plus grand nombre. Et donc là, on va rapprocher nos doses et éventuellement faire une troisième si on en a une, mais qu'alors on ferait 2 doses plus écartées dans une idée d'endémie et de protection à long terme. tout à fait. Ok. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Voilà, bonsoir et merci pour la qualité des présentations. J'aimerais savoir quelle est l'origine du virus vaccine Vaccine prélevé chez une prélevé. vache. Voilà. Bah en fait, alors le- c'est un peu mystérieux parce qu'on n'est pas certain de savoir tout à fait à quelle maladie de la vache ça correspondait. Parce que vous avez vu, on est en train de parler de prélever de la vache en 1798. Et
on n'est plus tout à fait certain de savoir à quelle maladie ça correspondait. Après, pendant tout le 19e siècle, euh, on a, on a effectivement utilisé des souches qui avaient été conservées par Jenner, puis après par d'autres, pour les inoculer à des bovins. Et par exemple, quand on voyageait pour aller dans un nouveau pays, et bah souvent on prenait une vache avec soi, comme ça on lui inoculait et on pouvait vacciner à l'arrivée parce qu'on avait une vache. Et puis on l'a fait non seulement avec des vaches, mais aussi avec d'autres animaux. On l'a fait aussi d'ailleurs d'humain à humain euh, pour vacciner à partir de la vaccine prélevée chez un humain et donnée à un autre être humain, mais ça transmettait la syphilis entre autres. Donc après, on a arrêté de le faire. Donc maintenant, on a des souches de laboratoire pour certaines vieilles de presque 2 siècles, mais par contre, on n'est plus tout à fait certain de savoir, enfin, on ne retrouve pas forcément actuellement le virus dans le bétail. Donc ça devait être une maladie du bétail, un pox du virus, pas méchant, comme on voyait un peu sur les mammites que je vous montrais, proche d'un autre virus qui s'appelle le Copox, qui est un peu différent du virus de la vaccine. Mais bon, on pitrougne là, hein, c'est quand même des choses très proches. Après Frédéric Silver, la question sur les cibles concernées par le vaccin. Les recommandations qui sont faites en France, comme Romain l'expliquait, et puis même l'oratrice aussi d'avant, la dissémination actuelle qu'on voit, c'est par des contacts intimes ou des contacts sexuels ou des contacts proches. Et en particulier en Europe, c'était essentiellement des contacts sexuels et essentiellement des HSH. Et donc, en France, on pensait que c'était pas du tout approprié de vacciner la population générale. Par contre, vacciner la population HSH, travailleuses, travailleurs du sexe ou trans, en particulier HSH et trans multipartenaires, oui, il y avait effectivement, il y avait un intérêt à le faire. Et les professionnels qui travaillent dans des endroits de rencontres sexuelles, par exemple les personnes qui s'occupent de l'hygiène dans un sauna ou dans un sex club, par exemple. Une dernière question, Olivier, et puis on va clôturer, vu l'heure. Parce que là, Euh, je vois plus la liste. Enfin, je vois que Ah, la liste voilà. sur le Tecoverimat, mais Mais sinon, on vaccine à partir de quel âge? ok. Alors, on n'a pas de données de vaccination chez l'enfant. On n'a pas de données, je veux dire, d'efficacité de la vaccination chez l'enfant, me semble-t-il. Mais pour moi, il n'y a aucun problème pour vacciner. Alors, on a vacciné plein de mineurs qui étaient HSH, bien sûr. Mais dans d'autres contextes, et en particulier d'exposition ou de circulation dans certains pays, à mon sens, il n'y aurait aucun obstacle à vacciner, y compris peut-être les petits-enfants, enfin, je veux dire les nourrissons. Étant donné la nature du vaccin, c'est un vaccin non réplicatif, et donc le risque d'effet indésirable, là, on ne l'a pas vu euh, alors qu'on a beaucoup vacciné. On avait déjà beaucoup vacciné à un moment en Allemagne d'ailleurs, dans les années 70, en utilisant le MVA comme vaccin antivariole. On a vacciné plusieurs milliers de personnes en Allemagne, il n'y a pas eu d'effet indésirable grave, et donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des effets indésirables graves chez le nourrisson. Je ne crois pas qu'il y ait de data, mais je suis pas certain. Oui, puis il y aurait peut-être pas de problème de safety, enfin de sécurité, mais on ne connaît pas non plus très bien l'immunogénicité. Du coup, chez un petit patient avec un système immunitaire un peu immature, quoi. C'est vrai, et en même temps, on fait la rougeole à l'âge de 1 an, on fait la varicelle aussi, on fait le BCG à la naissance. Donc faire des vaccins vivants chez des enfants de moins de 2 ans, c'est pas un problème. Et là, c'est pas un vaccin vivant. Alors déjà, je sais pas si les virus c'est vivant de base ou est-ce que c'est juste du code, mais en tout cas, là, c'est un vaccin non répliquant. Donc en termes de safety, c'est tranquille. Et en termes d'immunogénicité, je serais étonné qu'on n'ait pas de bonne réponse chez l'enfant de 1 an ou 2. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, on va clôturer cette belle session très complète avec ce panorama dans l'ordre sud, nord et vaccinal, qui était à la fois virologique, clinique,
immunologique. Donc merci vraiment aux 3 orateurs de ce soir qui étaient de très bonne qualité. C'était très agréable de vous écouter, même à cette heure-ci, c'est tout dire. Alors, je voudrais quand même, juste avant que les gens se déconnectent, annoncer qu'il y aura un prochain Afranum. Nous n'avons pas encore la date exacte, ça sera probablement aux alentours du mois de mars. Et le sujet sera les violences sexuelles et leur prise en charge. On essaiera de faire une petite vision justement du Nord, du Sud et de partager un petit peu nos pratiques sur la prise en charge des violences sexuelles. Donc j'espère que vous serez là aussi pour ce prochain Afranum. Et puis je remercie tout le monde de sa présence et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne Ouais, à soirée. bientôt. Au revoir. À bientôt.